Ça va mieux maintenant? Ouais, super. Bonjour à tous. A few words in English to welcome Mr. Barber, and we are very happy and proud to welcome you. Every week during the UP conferences in which you're about to take part, we are dedicated to promoting social innovation. We strongly believe that we'll be able to solve the big issues of the 21st century by encouraging a dialogue between public sector, companies, non-profit organizations, and academic community. For that reason, our speakers come from all those institutions. And we work on a regular basis with cities such as Paris, which is represented by Antoinette Gull, that I would like to thank for being here and for being such a strong support for the UP conferences. Just a word about Sceaux. Sceaux is another city with which we have built strong connections, and which is going to host an UP conference about biomimetics. I don't know if it's a good term. In April. C'est ça? Ah oui, j'avais vu, d'accord. Biomimicry. Okay. Thank you. With both of these terms, we have founded a territorial social network, which name is UP Campus, in order to empower citizens, inhabitants, and to connect them with their local administration. Because if we want to change the world, it's a good start to change our neighborhood or our cities. Just a word about Groupe SOS. The UP conferences are powered by Groupe SOS, which is one of the biggest and foremost social enterprise in Europe. Groupe SOS has been putting economic efficiency at the service of the interests of the general public. In so doing, it provides responses to the issues of today's society by developing innovative solutions in its 5 main fields of activity: education, healthcare, elderly, employment, and housing. More than 1 million people are impacted by the activities of the Groupe SOS every year, and no matter their origins or income, all of them are entitled to the best care which can be provided. I'd like to thank Accenture, which is a sponsor of the UP conferences, and les éditions Rue de l'Échiquier. In addition, Rue de l'Échiquier is the publisher of the book of the UP conferences, Up to You. You'll get it just behind the entrance. And I would like to take it's Up to You, the book. I'd like to take this opportunity to thank the other sponsors, Crédit Coopératif, Aviva, Suez Environnement et Danone Communities. Thank you all. Have a good conference. Et je passe la parole à Mel qui va se présenter lui-même et qu'on remercie beaucoup d'être là ce soir. Merci beaucoup d'être ici en tout cas. Alors merci pour cette introduction en anglais. Je vais continuer en français. Benjamin Barber comprend le français a priori et il nous répondra en anglais, avec peut-être quelques mots de français de temps en temps aussi. En tout cas, donc, merci à tous d'être là ce soir. Je pense qu'on peut avoir une petite pensée pour commencer aux victimes des attentats de Bruxelles et de Belgique. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on est beaucoup à agir dans la salle, contre ça en tout cas. La thématique de ce soir, Think Global, Act Local, cette philosophie illustre complètement la pensée de Benjamin Barber,
la ville est selon lui le meilleur cadre pour répondre aux défis majeurs de notre siècle, et leurs maires, les véritables détenteurs politiques des solutions d'avenir face à un monde en mutation, qui est souvent décrit comme de plus en plus globalisé. Le modèle des États-nations semble afficher des limites qui sont de plus en plus criantes, des limites qui sont illustrées par la faiblesse régulièrement dénoncée des représentants élus à l'échelon national. Et donc, prenant acte que l'État ne peut pas tout, Benjamin Barber en appelle dans son dernier ouvrage à une nouvelle gouvernance du local pour le global. Donc son livre qui est à l'entrée, là vous êtes entré, qui s'appelle « Et si les maires gouvernaient le monde », son dernier livre, parce que je crois qu'il en a déjà écrit presque une vingtaine, est disponible. Et c'est finalement le titre du livre qu'on a repris ce soir comme une question qu'on propose de se poser ensemble. C'est à cette question qu'on va essayer de répondre en 3 temps. D'abord, on va avoir un temps pour Benjamin Barber pour qu'il nous dise en 10 minutes, un quart d'heure, ce qu'il y a dans ce livre finalement, ou qui nous donne envie de le lire et qui nous explique ce qu'il y a autour de cette logique de gouvernance du local vers le global. Puis un petit peu de temps avec 2 invités qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Et puis vous aurez évidemment, comme c'est la tradition dans les hub conférences, un moment aussi pour poser des questions directement et intervenir avec les participants. Alors je vais commencer par présenter le collectif Démocratie Ouverte que je représente aujourd'hui, et notamment un programme de ce collectif qui s'appelle Territoire hautement citoyen. Démocratie Ouverte, c'est un collectif qui regroupe des innovateurs démocratiques qui essayent d'expérimenter des nouvelles formes de gouvernance pour aller vers plus de transparence, de participation citoyenne et de logique collaborative. Il y a déjà des acteurs de Démocratie Ouverte qui sont intervenus dans les hub conférences, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Il y a un programme dont je voulais vous parler tout particulièrement parce qu'il est en lien direct avec ce sujet des maires, et si les maires gouvernaient le monde. C'est un programme qui s'appelle Territoire hautement citoyen, dans lequel, alors là vous avez à l'image la méthode, je ne vais pas la détailler, mais c'est en fait un réseau d'élus locaux, notamment des maires, qui cherchent à se réapproprier les formes de gouvernance locale pour faire en sorte que les citoyens deviennent de plus en plus acteurs sur le territoire. Je pense que la mairie de Paris est exactement dans ces logiques-là. Et finalement, la question qu'il y a derrière, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de répondre à ces énormes défis du XXIe siècle, que sont le réchauffement climatique, que sont les inégalités sociales, que sont aussi les questions environnementales, sociales et économiques. Comment on fait en sorte que ça ne soit pas uniquement les élus et les collectivités locales qui répondent de manière, j'ai presque envie de dire, descendante, que ce ne soit pas les États-nations qui répondent de manière descendante, mais comment on fait en sorte que ça soit les citoyens eux-mêmes qui se les approprient, qui s'en emparent, et qui derrière pose la question du rôle des collectivités. Je pense que c'est une question qu'on va aborder tout au long de la soirée. Est-ce que le rôle de ces collectivités n'est pas de devenir animatrices des dynamiques locales sur leur territoire? Donc Territoire hautement citoyen, c'est ça, c'est un programme qui accompagne, c'est déjà un réseau d'élus et un programme qui accompagne les collectivités dans cette logique-là. C'était ma petite page de publicité sur Territoire hautement citoyen, mais je pense qu'on est vraiment en lien direct avec le sujet. C'est pour ça que je suis très content aussi d'être là ce soir à animer cette table ronde. Alors, je vais vous présenter brièvement nos intervenants. On a parlé très rapidement de Benjamin Barber. Je vais vous en dire peut-être un peu plus, et puis lui nous expliquera aussi plus en détail ce qu'il fait. Avec une parole qui a guidé plusieurs politiques de premier plan, parmi lesquelles Bill Clinton et Howard Dean, Benjamin Barber fait sans conteste partie des politologues les plus écoutés et reconnus de la planète. En tout cas, diplômé de prestigieuses universités, Harvard, la London School of Economics. Il est aujourd'hui professeur de sciences politiques à l'Université de New York, grand spécialiste de la société civile, fervent défenseur d'une meilleure implication des citoyens dans les décisions publiques. Il analyse dans ses ouvrages les plus grands enjeux contemporains tels que le féminisme, le capitalisme, l'éducation, le terrorisme ou encore la démocratie, pour lesquels il propose des réponses politiques inédites.
C'est ainsi que dans son dernier ouvrage « Et si les mers gouvernaient le monde », que Benjamin Barber propose de changer le paradigme de la gouvernance mondiale en privilégiant la place et le rôle des villes plutôt que celle des États-nations, qu'il juge défaillant, et il va nous expliquer pourquoi. Sa réflexion vient en réponse à la crise politique occidentale actuelle afin d'apporter de l'oxygène à nos organisations étatiques vieillissantes. Si son choix se porte sur les maires, c'est parce qu'ils ont des codes de popularité bien plus élevés que les responsables politiques nationaux et que leurs approches sont selon lui bien plus pragmatiques. Et donc pour l'illustrer, il rappelle que la formule de l'ancien maire de New York, Fiorello LaGuardia, était « il n'y a pas une méthode démocrate ou une méthode républicaine d'installer un égout ». Il a créé un parlement mondial des maires dont il va pouvoir nous détailler le fonctionnement. Donc j'invite Benjamin Barber à nous rejoindre et à s'installer ici. J'invite maintenant Antoinette Gull à nous rejoindre, qui est adjointe à la maire de Paris, chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et de l'économie circulaire. Donc vous êtes élu du 20e arrondissement. Allez-y, allez-y, installez-vous. Mère de 3 enfants, vous avez grandi dans un milieu ouvrier, en Lorraine, après des études à l'école de... Ah oui, je sais tout, j'ai tout marqué. Donc, pas de révélation ce soir, on peut tout trouver sur Internet. A travaillé à 13 ans dans la banque, vous avez appris à maîtriser les outils financiers, que vous avez ensuite mis au service de projets qui allient l'écologie à l'économie. Vous avez dirigé la société Equinox Conseil pour accompagner des projets de développement durable et d'économie sociale et solidaire auprès des collectivités, d'entreprises privées en Île-de-France, tout en créant en parallèle des activités d'AMAP et de jardins partagés. Vous avez ensuite accompagné des projets de microfinance rurale et de commerce équitable en Afrique au sein d'une ONG pour permettre le développement de zones rurales au Mali, au Sénégal ou au Bénin. Et vous vous êtes tourné vers le monde de l'économie circulaire en ouvrant en mars 2012 à Paris les portes d'un atelier qui rénove et recycle des jouets et remobilise vers l'emploi ceux qui en sont exclus. Et fort de ces expériences d'une écologie et d'une économie de solutions concrètes, vous avez tenu à transformer votre engagement en action politique aussi, au service des Parisiens et des Parisiennes. Et donc vous êtes notamment à l'initiative des États généraux de l'économie circulaire du Grand Paris qui se sont tenus en septembre dernier. Et ben, je pense qu'on peut vous réapplaudir parce que c'est... Et puis j'invite aussi Bernard Lemasson à nous rejoindre, qui est responsable mondial de l'activité de conseil d'Accenture pour le secteur public. Vous êtes diplômé de Sciences Po, vous avez rejoint Accenture en 1989, et vous avez effectué votre carrière dans les activités du service public d'Accenture, notamment dans des interventions aussi bien sur le pilotage de projets de transformation dans les grandes administrations centrales que pour des opérateurs de l'État. Et entre 2006 et 2011, vous étiez le responsable de l'activité santé et services publics Accenture pour la France et le Benelux. Vous êtes aussi président de la Fondation Accenture qui nous accueille ici, il me semble. Et vous pouvez piloter le think tank européen avec le Lisbon Council, Government of the Future, ainsi que le think tank français Innover le service public. Donc merci de nous accueillir ici, et puis on va pouvoir commencer et on peut déjà vous applaudir aussi. Bon, alors je vous propose qu'on commence par donner la parole à Benjamin Barber. C'est vous qu'on accueille en guest star ce soir ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par cette phrase « Et si les maires gouvernaient le monde ?» C'est à vous pour 10 minutes à peu près. Merci et bonsoir à tous. Excusez-moi que je parle anglais ce soir, je suis arrivé ce matin à Poissy et 3 heures cet après-midi on a travaillé. Maintenant, un peu fatigué, mieux comme ça, ok. Il manque mon biographie, quelques mots. You know, I'm a chevalier des arts et lettres. Chez vous, c'est pas important. Chez moi, c'est un miracle.
let me just take a few minutes to clarify this subject. I am not an urbanist, I am not a student of the city, and previously I've worked with presidents and prime ministers, not with mayors. So there's nothing in my biography to suggest why I would now come to mayors. In fact, you might think it's my ignorance of mayors that makes me think they should rule the world. But here's where I started on this journey. We know, read the news from Damascus, from Brussels, from Donald Trump's campaign in America, from the chaos in Europe, from Brexit, Britain leaving the common market. We know democracy is in crisis. After 300 years, we live now in a society of nation states which no longer seem functional. There is in our governance institutions a deep dysfunction. States don't work. Everything I say about cities is said in the context of that understanding. It's not that cities work very well, it's that states don't work at all. It's not that city networks always are very practical. It's that national networks like the United Nations have failed. Even the great promise of Europe is now threatened by dissolution, by racism, by the building of new walls. So I start, having been a student of democracy all of my life, with a crisis in our democracy and our democratic institutions and in governance. If after 400 years the nation state no longer works, no longer is a guardian of democracy, then what is the future of governance at a global level? And why are nation states not working? And let me just give you a quick analysis. Nation states, we know, in the 15th and 16th century appeared because the principalities and city-states of the Renaissance were inadequate to the scale of new territorial nations organized around peoples, around gens, Völker, nation, the French nation, the English nation, eventually the Italian, the German, the Swedish nation. Nationality was a way to bring together people over a large territory. And the nation state, is that mine? I bet it is. No. Sorry, I'm going to turn it right off. The nation state was the answer. A monocultural, territorial entity, sovereign, independent, and capable within its territorial jurisdiction of solving most of the problems of life. Health, education, trade, industry, employment, all the things we care about were more or less taking place inside the nation state. And when I was young, which was quite a while ago in New York City, when I was growing up, for example, I grew up in Manhattan, and my mother used to say sometimes, "Don't go to Brooklyn, there's a virus in Brooklyn, you might get sick." I still live in Manhattan. I don't worry about the Brooklyn virus. I worry about Ebola, I worry about HIV, I worry about the new pandemic diseases coming out of the hot zones of Africa. When I was young, I drove a good American car. My first car was a Chevrolet. Today, I drive an even better American car. It's called a BMW. It's made in South Carolina from 70% American parts. The Chevrolet my brother drives is made in Mexico with 80% foreign parts. So which is the American car? The idea of an American disease, an American car, an American climate, an American market, an American corporation does not exist anymore. We live in an interdependent global world, and every crisis we face is a global crisis. No Paris warming, no French warming, no European warming, global warming. No Brussels terrorism, no Syrian terrorism, global terrorism. ISIS is a global NGO.
a malevolent and dangerous one, but it's an NGO across nations. It doesn't belong, it has no territory, it has no nationality. The same is true of Al-Qaeda. We live in an interdependent world. Corporations today, Coca-Cola, 70% of its market is overseas. McDonald's, I wrote a book called Jihad versus Nick World, McDonald's has 80% of its market overseas. We still think of those as American corporations, but they're not. There is no such thing as an American corporation or a French corporation anywhere. Any successful corporation has to be global. The problems are global, the challenges are global. All of our problems are interdependent and global, but we still respond to them with 17th century nation-state sovereign independent institutions. No wonders we don't solve them. How can nation-states, used to dealing with problems inside their own jurisdiction, begin to deal with interdependent and global problems that go way beyond their capacity? The trouble with the Front National, the trouble with Alternative for Deutschland, the trouble with Donald Trump is they still think we live in a world of nation states, where the borders are firm, and where you can build new walls to keep people out, to keep corporations in. But of course that we learn every day. We learned it again this morning in Brussels. That's a myth. It's a myth that walls work anymore. It's a myth that independent sovereign nations can control what happens inside their borders. And that's why in the 21st century of interdependence, independent states simply don't work anymore. They are in a state of default. And they do very little, and the organizations internationally based on them, whether it's the European Union or the United Nations, are similarly in distress. The European Union is in distress because the nations of Europe are in distress and people are building walls again. The United Nations doesn't work well because it's constituted by nations. So that leads me back to the question of this evening. Why cities? And the argument I would make is that cities are at one and the same time local, parochial, democratic, in touch with the people, but also in their confrontation with problems, with their multiculturalism, their diversity, their trade, their building of bridges, trade bridges, economic bridges, real bridges. Cities are interdependent. Cities look like the world, multicultural, interdependent, linked together with one another, transactional, transformative, cultural, creative, imaginative, and above all, diverse and multicultural. Nations remain monocultural, not diverse, frightened of the other, anxious to build walls. Who would have thought 50, 60 years after the European Union, people are talking about building walls in Croatia, Britain leaving the market, Donald Trump talking about a 2,000-mile wall across the southern border of the United States. It's not just that those walls people talk about are hateful. They're stupid. They don't work. That's the problem. Even if we approved of separating peoples, walls cannot separate people in an interdependent world. You go to Brussels, you put a wall about Brussels, Molenbeek is inside Brussels, not outside of Brussels. And then you put a wall around Molenbeek. But there are all kinds of people living in Molenbeek. People from 14 or 17 nations live in Molenbeek. So then in the end, you put a wall around each family. And then you find the families are intermarried. So you would need a wall inside the families to protect yourself from the other. That is the nature of the modern city, and it's a good thing. So that brought me to the notion, what if we went back where we came from for a minute and looked again at cities as governance institutions run by democratic, problem-solving mayors who are not ideologues on the right or the left because they cannot afford to be ideologues. Because in the city, you have to do what? Keep the hospitals running, keep the emergency services running, schools, jobs, subways, sewers, sanitation. That's what happens in cities.
I'm sure you all read last year, the year before, twice the government of the United States of America, the greatest nation on earth, closed its doors. Fermé. Deux semaines. The first thing is nobody noticed. But the more important thing is, the reason they didn't notice is that most government functions happen in the city. You can close the French national government, but you can't close Lyon or Marseille or Paris. You can close Washington, the capital. You can't close New York or Memphis or Chicago. Cities never closed. Even in the Middle Ages, during war and plague, they were open. That's where people live. That's where real government is. And the result is, mayors are problem solvers. Mayors never have the luxury of saying, I think I'll close the city for the day. Mayors never have the luxury of saying, I'm a socialist, I won't deal with business. Or, I'm a businessman, down with the unions. If you're a mayor, you deal with both. Bloomberg was a Republican rich man, but he dealt pretty well with the unions in New York. De Blasio, the new mayor of New York, is a very progressive, almost socialist type. But he learned very quickly, you have to deal with Wall Street. You have to deal with the developers. Bernie Sanders says, down with Wall Street, because he's an ideologue now at the national level where you can say that. Doesn't mean anything. When he was mayor of Burlington, Vermont, Bernie Sanders worked with the real estate lobby and with other industrial people who were starting firms, because he knows that Burlington required a cooperation of private and public sector and civil society. So mayors refuse to be ideologues because they can't afford it. They don't have the luxury. They have to make their cities work. And the second part of my bet, and I'll stop, the second part of my bet is that if we go back to cities and then bring cities together to cooperate on a global level, the capacity of mayors to understand the multiculturalism, the diversity, the trade of the cities they live in will give them the capacity to solve global problems. A long time ago, somebody said the state is too large for participation and too small for power. Power is global, participation is local. Cities, one by one, are small enough to be participatory and democratic still, and the trust levels in mayors are much higher. But when they work together, they are large enough to be global and deal with global power. So tonight, I hope we can talk about the proposition that mayors need to rule the world if we are to save democracy, if we are to save government, and if we are to save the human capacity to solve problems through government and through the cooperation of government with the private sector. I think we can defend that powerfully, but I know it's provocative, and I know there are a lot of issues raised, so that's just an introduction. Thank you. Alors on a bien compris que l'échelon de l'État-nation est finalement complètement révolu et en tout cas on ne peut pas compter sur lui tel qu'il est construit aujourd'hui pour répondre à ces énormes défis qu'on a en face de nous. Et l'échelon local offre des opportunités. Mais peut-être dites-nous un petit peu plus comment fonctionne pour vous cette coopération entre mairies, si on prend cette idée de parlement des maires, comment est-ce que ça pourrait fonctionner concrètement? J'imagine que Paris, Mexico, New York n'ont pas du tout les mêmes compétences en main, n'ont pas forcément les mêmes manières de fonctionner, n'ont pas forcément le même rapport aux citoyens et ni même peut-être les mêmes problématiques. Petite histoire. When this book was published 3 years ago, the Global Parliament of Mayors was the name of the final chapter. It was an idea. I'm a political philosopher. We deal in ideas, not in reality, unfortunately, most of the time. But within a week of the book being published, the mayor of Seoul, Korea, Wonsun Park, called me and said, this is an exciting idea. The urban network called CityNet is moving from Yokohama to Seoul. Please come to Seoul. Talk to CityNet, talk to me about the idea. He then worked with some other mayors, and a year later we had a planning meeting in Amsterdam with 30 cities. And to my astonishment,
mayors themselves said, we want to try this. We know it's an experiment. We're not sure how it will work, but let's do the experiment. And now, on September 10th to 12th, in The Hague, which is where the League of Nations was born, where the courts are and many other international institutions, a 3-day inaugural convening of the Global Parliament of Mayors will take place. And as to how it will work, part of the answer is that's what they have to figure out. It will belong to the mayors. We will have proposals about it, but it will belong to the mayors. But there are two things we know. It will not be a top-down sovereign association where a group of cities take a vote and tell everybody else what to do. That would be absurd. It would be impossible. It would not work. It will be not top-down, but bottom-up. Cities will reach consensus where they can, and those cities that like it will opt in. It's in English, I don't know if there's a good French word for opt-in, but it's an opt-in system, not opt-out. It's not we tell you what to do and you can say no. We say here is what many cities would like to do, and cities can say we will join you. We agree. We will go back to our city council and get approval for it, and we will opt in. So it is bottom-up and not top-down. The third thing is, and let me be clear, rhetorically, I've talked about the death of the nation state, the default of the nation state. But of course, nation states aren't going anywhere. They will be here, they have important functions to play, and even the things they don't do well, they will keep trying to do. And most importantly, in some cases, states will support their cities in solving problems, and in other cases, they will get in the way of cities trying to solve problems, either by withholding resources, or by withholding jurisdiction, or by challenging them in court. In America, a number of cities have said no more fracking, which is what's the word for the French for fracking? Fracturation hydraulique. Say it loud so people know. Fracturation hydraulique. Fracturation, yeah. A number of cities have said no. The courts have said you can't do that. It's not for you to do that. Now, if 3 cities do it, and the courts say no, the cities stop. If 300 cities do it and say it, it's much harder. And if 3,000 cities around the world agree no fracking, then you show me the government anywhere that's going to stop it. So there will be collaboration with cooperative national governments. There will be cooperation with the UN. Ban Ki-moon knows about this, supports it. Habitat 3, which is the UN cities operation that meets every 15 years and will meet this fall in Quito, knows about it and is excited. There will be a lot of support for it, but there will also be nations, China. This is a very centralized state, maybe France, I don't know how the French government will react. In England, David Cameron's government, it's another unitary state, David Cameron's government has endorsed devolution. And you know that in Manchester and Leicester and Bristol and some others, for the first time, mayors will actually be elected. So it is an experiment. The mayors themselves will determine how it goes, but there will be genuine discussion of real issues. There will be agreement where they can, and there will be an opt-in system that allows even cities that are not present to say, we too will be part. So that's a little bit of an introduction. Une question sur les territoires ruraux, parce qu'on parle beaucoup des grosses villes, j'ai l'impression, et c'est vrai que de plus en plus d'habitants habitent et vivent et travaillent dans ces grosses villes, mais autour de ces grosses villes, il y a des plus petites villes et des territoires ruraux. Quelle place peuvent prendre ces territoires dans cette gouvernance décentralisée Parler de France. Parler de France, c'est la France, n'est-ce pas? C'est la France profonde. Assez profonde. No, it's a very good question. And the relationship between cities, bigger cities and smaller cities, cities and suburbs, cities and exurbs, which is another term, cities and the agricultural countryside is a very large question. We don't want to start a war between the city and the country. Although the second chapter of my book is all about the long war of the city and the country. Read Jean-Jacques Rousseau, who is a hero of mine, but a terrible critic of the city. He thinks the city is a sewer, a place of corruption and horrendous things. There's a whole history of people who despise the city as the center of prostitution, and there are a lot of people in the city who think of the country as backward and incomplete and barbaric.
The Tea Party in the United States is an example of a group that thinks cities are corrupt and dangerous, and Donald Trump is playing on that. And a lot of the National Front has a much larger, and so does Alternative for Deutschland. They do very well in smaller towns and in the countryside. I think what we need, as we develop the power and capacity of cities, is a greater integration of cities with the nation. And Matteo Renzi, who's a friend of mine, who was the mayor of Florence and is now the Prime Minister of Italy, had a brilliant idea, which he has enacted. He hasn't done much else. The economy is very difficult. But the one thing he did after he left Florence and became Prime Minister was to take the Constitution, which has a group of traditional provinces in the Senate, and he reorganized Italy around 9 metro regions: Torino, Bologna, Milano, Genoa, Rome, and so forth, and the exurbs, and the countryside around them. And the Italian Constitution in the Senate now is representing these 9 metro regions, and they are seamless, from the inner city to the suburbs to the countryside. There are new conflicts, there are new tensions, that creates problems, obviously, because they don't get along so well. But what he has done is to show that if you make the metro region the key, it works. And we know here, Grand Métropole Paris is a similar idea to try to enlarge the old 20 arrondissements and the inner Paris with the banlieue and the périphérique and the places where poverty and immigrants are and so on, to try to, again, the idea of a greater Paris that isn't just about the 20 arrondissements. So I think a lot of people are thinking, and Mayor Hidalgo is one of them, are thinking about how we enlarge the city to incorporate this. My wife shops now every Thursday in New York from Hudson Valley farmers. We don't buy food from all over the world, and so we buy food from the Hudson Valley within 50 miles of New York, and there's a lot of that local agriculture around big cities coming back, and that's a natural alliance between farmers in the countryside and the city. It almost goes back to the Middle Ages when the farmers came in to the marketplace in the city to sell their goods. So I think your question is really important, and I think we need to think not just about cities in the traditional way, but the relationship between cities, villages, metro regions, and the agricultural. And that's something also that can be experimented with in the Global Parliament of Mayors. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai envie de poser la question à Antoinette de vos réactions par rapport à ça. Est-ce que vous avez l'impression de gouverner le monde ou de pouvoir le faire, et évidemment pas toute seule en tant que maire adjointe, mais avec les autres maires et maires adjoints des autres territoires? Bien, déjà, merci beaucoup. Je trouve que cette présentation est passionnante. Alors, c'est pas moi, bien sûr, en tant qu'adjointe à la ville de Paris, qui vais vous dire le contraire. Effectivement, je crois que les maires ont une capacité à comprendre et à résoudre les problèmes qui se posent, qui sont nettement supérieurs aux élus nationaux. Et bien entendu, je partage dans sa globalité ce que vous disiez. J'y mettrai quelques bémols, malgré tout, à la fin. Mais dans un premier temps, je voudrais rappeler ce qui s'est passé au moment de la COP21 à Paris. La COP21, c'est une question d'État. En fait, c'était bien la diplomatie des États qui se réunissaient à Paris pour se mettre d'accord sur l'avenir, sur notre avenir commun et l'avenir de la planète. Et pourtant, nous, à Paris, nous avons organisé dans le même temps la conférence des 1000 maires, qui était une conférence, en fait, qui vient illustrer ce que vous venez d'exprimer, c'est-à-dire que oui, les États ont bien entendu à se saisir de cette question extrêmement importante qu'est le réchauffement climatique et tous les enjeux environnementaux, mais par ailleurs, les porteurs de solutions sont en fait dans les villes et dans les collectivités, parce que les politiques de transport sont dans les collectivités, parce que les politiques de logement sont en partie dans les collectivités, parce que les politiques d'agriculture, alors pas uniquement, on parlera peut-être un tout petit peu de l'Europe après, mais parce que dans les villes, nous avons des compétences qui font que nous avons à traiter les causes de ces problèmes environnementaux et que nous avons aussi les solutions. Quand Paris dit « nous allons sortir du diesel parce que la pollution de l'air à Paris est un problème qui touche tous les Parisiens »,
et qu'aujourd'hui on doit choisir entre sortir ses enfants ou sortir sa voiture, eh bien on n'hésite pas, on choisit tous parce que c'est le bon sens, on choisit tous, bien entendu, de protéger l'humain. Et pourtant, les choix qui ont été faits jusqu'à présent, parce qu'ils n'ont pas été opérés en bonne intelligence, ont laissé une place trop importante à la voiture, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons à traiter ce problème-là. Donc à Paris, nous avons pris cette décision qui est progressivement, d'ici 2020, de sortir les voitures les plus polluantes de la ville et d'arriver à une ville qui soit respirable et où on n'ait plus à faire ces choix cruciaux. Alors bien sûr, ça demande là aussi du courage, puisqu'en fait, ça demande de dire aux uns et aux autres, eh ben non, le diesel n'est pas bienvenu à Paris parce que il émet des particules fines et que ce sont ces particules fines qui sont source de pollution, etc. On a eu, lorsque cette décision a été prise, et Anne Hidalgo a été sur ce sujet, moi je le dis, très contestée par un grand nombre d'industriels qui disaient mais nous n'avons pas les solutions et vous ne pouvez pas nous imposer ça et vous tuez l'industrie automobile, etc. Et finalement, on s'est rendu compte que les solutions, elles arrivaient. C'est-à-dire que la décision politique amenait la solution économique et l'offre économique. Et que donc, alors là aussi, Paris n'a pas fait ça seul, Paris a fait ça aussi avec, en coopération avec les autres villes. Et c'est là que je vous rejoins et que je vous rejoins pleinement. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on sorte de la concurrence des villes pour entrer dans la coopération des villes. Et cette nouvelle diplomatie des villes qui est en train de s'installer est en mesure de trouver des solutions concrètes à bien des problèmes dont aujourd'hui les uns et les autres on souhaite se saisir en tant que citoyens, mais pour lesquels on n'a pas l'impression d'en avoir la capacité. Et c'est bien les villes, je crois, moi, qui ont cette capacité-là. Et par ce même temps, elles rendent aussi les citoyens plus puissants. Et ça, c'est quelque chose, alors je ne veux pas utiliser le terme d'empowerment, mais comme une partie a été faite en anglais, du coup je peux le faire sans problème, mais c'est aussi de permettre aux citoyens de pouvoir reprendre le pouvoir sur leur propre vie et de pouvoir prendre leurs propres décisions. Et là, je crois que c'est bien les villes qui ont ce rôle et que ce sont, enfin les villes et les collectivités, je vais dire en règle générale, puisque ce serait la même, ça vaut pour toutes les tailles de villes en fait, mais les collectivités en règle générale, elles ont ce rôle de pouvoir redonner le pouvoir aux citoyens. Et ce sont les seuls à pouvoir le faire, donc moi je suis sur quasiment tout d'accord avec vous. Moi il y a un sujet il y a une question moi, qui se pose, c'est qu'en fait, tout comme je ne crois pas que la somme des intérêts particuliers fasse l'intérêt général, et ça, nombre d'économistes ont écrit sur le sujet. C'est très gauchiste. Voilà. Comme je ne pense pas, moi, qu'en économie, la somme des intérêts particuliers fasse l'intérêt général, et on peut le prendre en société également, aujourd'hui, je ne dirais pas que la somme des intérêts des villes fasse l'intérêt général, parce qu'il y a toute la réponse au bien commun à apporter. Et moi, c'est un sujet auquel je tiens, et donc je pense qu'une gouvernance, nous avons la question d'une gouvernance mondiale, elle se pose encore, mais vous y avez apporté une réponse en disant que c'est la coopération des villes qui crée cette gouvernance mondiale. Donc moi, je pense que tous les échelons sont utiles. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est la coopération entre ces différents échelons. Mais en tout cas, je ne souhaiterais pas qu'il n'y ait que des pouvoirs locaux sans qu'il y ait une gouvernance qui puisse être une gouvernance mondiale et qui traite de ces enjeux mondiaux. On l'a vu pour la COP21, c'est important que la direction soit donnée, c'est important après que les actes soient posés. Et chacun a un rôle différent. Merci beaucoup Bernadette pour cet apport. Antoinette, pardon, alors en plus, désolé. Bernard Lemasson, je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos? Et peut-être vous qui travaillez et à l'échelon local avec des collectivités et à l'échelon national, comment est-ce que vous voyez cette possible coopération dont on parle du local avec le national et avec peut-être même du plus global?
Oui, merci et merci effectivement beaucoup à Benjamin et Antoinette pour leurs propos, parce qu'ils sont passionnants objectivement. Et moi qui travaille, donc mon job c'est d'accompagner des gouvernements ou des collectivités locales dans leur transformation, organisation, leur stratégie de transformation. Bon, je retrouve plein de sujets sur lesquels on travaille au quotidien. Peut-être moi une ou deux remarques, effectivement. D'abord ce qui me frappe, c'est quand on travaille nous avec des gouvernements, donc pas des villes mais des États, là où on voit les transformations se passer de manière la plus efficace, la plus pertinente, la plus rapide, on va dire, c'est quand on est dans des tailles d'État qui sont des tailles raisonnables, on va dire, aux petites. On travaille avec Singapour, en Norvège, en Irlande, pour donner en Australie également. On parle d'échelles de population qui sont 4, 5 millions, 10 millions, 20 millions en Australie, mais qui travaillent avec des États locaux. Donc, moi, de plus en plus, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des gouvernements, je trouve qu'il y a quand même un effet de taille qui fait que lorsqu'on veut faire des choses actionnables, mine de rien, c'est plus simple quand on travaille avec des échelles. Et donc, quand on est dans une agglomération parisienne ou à New York avec 10-15 millions de personnes, effectivement, les choses se passent différemment de quand on prétend régler. On fait des projets en Inde, il y a 1 milliard d'habitants. Effectivement, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est compliqué quand on fait ça à l'échelle d'un pays comme l'Inde. Donc, effectivement, il y a un sujet de taille qui résonne très très bien avec la dimension de collectivité. Et en fait, alors j'ai aussi un tout petit peu évolué en me disant de plus en plus, maintenant, moi, c'est plus que la taille en tant que telle, il y a le concept de territoire. C'est-à-dire, il y a des zones, qu'elles soient urbaines, qu'elles soient plus rurales, etc. Il y a des territoires sur lesquels il est pertinent de faire l'action publique, de mener l'action publique. Parce qu'effectivement, on est en relation avec les citoyens, on est connecté avec ce qui se passe sur le territoire, avec ses problématiques propres, que ce soit encore une fois une zone urbaine ou pas, mais ce territoire est pertinent. On mène en ce moment une initiative, nous, avec d'autres entreprises, sur les sujets d'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat, pour des personnes, des demandeurs d'emploi. La Fondation Retenance Accenture, et on a choisi des territoires au départ. On dit, bon, on va prendre un territoire, c'est la Seine-Saint-Denis, ou c'est le Grand Lyon, ou c'est Marseille, et autour de ces territoires, on va rassembler les acteurs, collectivités, associations, citoyens, etc., entreprises locales, pour faire des choses, quoi. Donc je trouve que cette plaque territoriale, elle est très 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 pertinente, et en même temps, j'ai un dernier point pour... J'ai bâti 3 T en fait. Il y avait la taille, le territoire, j'ai cherché un 3e T, donc j'ai mis la technologie. Et en même temps, nous ce qu'on voit beaucoup, alors avec toute Accenture, on travaille beaucoup autour des sujets de technologie qui transforment mine de rien la manière dont on opère. Et de plus en plus, ce que je vois, c'est que effectivement, on est sur des plateformes. Et donc il y a le concept que on n'a pas encore évoqué ce soir, mais qui va peut-être venir de government as a platform. De plus en plus, on voit effectivement que les pouvoirs publics fonctionnent comme des plateformes qui fédèrent des groupes de citoyens, d'associations, d'entreprises, etc., ou de services publics eux-mêmes, autour de la satisfaction de biens publics. Et ça, je pense que ce concept-là, alors qui était de fait opérant il y a longtemps, quand on était à une échelle très très territoriale, dans un monde très globalisé dans lequel on le retrouve paradoxalement grâce à la technologie qui permet des citoyens de se regrouper en groupe, en coalition, et d'interagir sur la dispense de services publics avec des associations, des entreprises, ou encore une fois des pouvoirs publics eux-mêmes. Et donc je pense que quelque part on dépasse presque au bout d'un moment l'opposition, on va dire, État-ville, tout en partageant complètement le constat de Benjamin, parce que finalement, simplement, on peut créer des coalitions collectives qui travaillent comme des plateformes pour satisfaire tel ou tel besoin. Et on voit de plus en plus, on travaille beaucoup avec Singapour, avec des demandes sur la capacité à créer des bouquets de services en mettant donc le citoyen au centre, ou la PME locale, et autour de ça, qu'ils puissent eux-mêmes constituer leur bouquet de services publics sur lesquels soit l'État, soit la collectivité, soit des associations, etc., vont effectivement apporter des éléments, des briques constituant la réponse aux services. Et puis le dernier truc, juste pour finir, désolé, mais comme ça, maintenant que j'y pense, il y a quand même des dimensions, et encore une fois spécialement aujourd'hui, en matière de sécurité publique, enfin, moins que sécurité publique d'ailleurs que de défense internationale, qui, à mon avis, ne peuvent pas être traités uniquement à l'échelle d'une collectivité. Quand on fait des sujets de défense, quand on doit analyser des problématiques de réseau, terrorisme, etc., qui sont très
très diffusée. Je pense qu'effectivement les États conservent tout leur sens. Pour revenir sur le concept d'État plateforme, j'ai l'impression que derrière cette question des villes, finalement, il y a la logique aussi d'avoir un nouveau rôle et peut-être une nouvelle posture pour ces territoires-là qui deviennent finalement des animateurs plutôt que des prescripteurs. Et est-ce que la vision, enfin l'élu visionnaire qui apporte une vision, est-ce que ça c'est fini? Est-ce qu'on passe à un autre rôle des élus, Antoinette? Alors, moi je vais vous dire oui, évidemment, mais mon parcours d'élu est assez atypique dans le monde politique. Donc, mais en tout cas, moi je vais vous dire oui parce que je vous donne un exemple, lorsque j'ai eu à porter la politique d'économie circulaire, c'était une première à Paris, et d'ailleurs c'était même une première tout court, puisqu'il n'y avait pas de délégation et de politique d'économie circulaire très clairement ficelée. Et donc, mon expérience à moi, qui venait du monde réel, je vais dire entre guillemets, et non pas du monde politique, a été de dire, réunissons tous les acteurs du territoire, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient citoyens, pour leur demander quelles sont les actions qu'ils veulent que nous portons. C'est-à-dire que dans ma conception même de construction d'une politique publique, ça a été de dire, partons de l'action que les uns et les autres, en fonction de leur place sur le territoire, ont envie qu'on porte. De là, on a rédigé un livre qui sont les 65 propositions des acteurs, le livre blanc d'économie circulaire, et à partir de ces 65 propositions d'acteurs, nous sommes en train d'écrire la politique publique d'économie circulaire que nous portons à Paris. Alors c'est une démarche qui est un peu longue, et je vous avoue que ce n'est pas une démarche qui est très communément admise dans le monde politique. Parce que, normalement, l'élu arrive en sachant, il donne la direction, et après, on met en... Et en fait, comme moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec cette manière de dire que tout seul, on en sait bien plus que l'ensemble des acteurs du territoire réunis, je me suis dit, faisons exactement le contraire, c'est-à-dire demandons à tous ceux qui ont envie de participer à la construction de cette politique publique comment ils veulent que nous la fassions, et puis après, reprenons à partir de ces actions, ce qui permet en plus d'être réellement concret, reprenons ces actions pour créer la politique. Et c'est aussi ce que nous faisons à Paris, et là je veux quand même le dire parce que le budget participatif et la politique de démocratie participative de la ville de Paris est très très ambitieuse, puisque c'est plus de 500 millions d'euros qui sont donnés directement en décision d'investissement aux habitants. Donc 500 millions d'euros, je pense que c'est le budget participatif le plus important pour une ville aujourd'hui dans le monde. Nous avons commencé donc au début de la mandature en 2014 jusqu'en 2020, et chaque année, vous y participez sans doute, ouverture des idées du budget participatif. L'année dernière, nous avions eu plus de 6000 propositions, là aussi, d'actions au budget participatif qui ont été travaillées en termes de faisabilité, qui après ont donné lieu à un vote et qui sont réalisées. Et c'est aussi par ces actions, ce type d'action, soit de construction d'une politique publique, soit même, je vais carrément dire, d'une délégation de politique publique aux habitants, qu'on peut là aussi redonner le pouvoir aux habitants. Et à mon avis, c'est un niveau de construction qui n'est pas tout à fait celui qui était évoqué, qui est encore le niveau en dessous, mais qu'il est nécessaire de mettre en place aujourd'hui. Benjamin Barber, je pense qu'on a bien compris la théorie du fonctionnement. On comprend aussi, là on a quelques exemples, mais dans toutes les villes que vous visitez, que vous voyez, dans les contacts avec les maires que vous pouvez avoir, est-ce que vous avez des exemples concrets très parlants de comment ça peut fonctionner pour répondre à ces défis? C'est quoi les exemples les plus parlants selon vous? I will answer your question specifically about mayors and things they are doing, but I want to first address something that Bernard said, and I want to address the language of social science and public administration, which is deadly to democracy and fails to understand the essential concept of the city. Cities are not a level of administration. Cities are not a platform for government. Cities are the oldest human communities in the world. They define our humanity. They are where we are born, where we grow up, where we're educated, where we marry,
We work, we pray, we play, we get old, and we die. When you say, je suis Parisien, or I say I'm a New Yorker, that means something very special. When terrorists attack, we don't say there's a terrorist attack in Belgium, we say in Brussels, in Paris. We don't say 9/11 was an attack on the USA, it was an attack on New York. We identify in our gut with the cities where we're born and that we belong to. Paris is older than France, Boston's older than the United States, Damascus is older than Syria, Cairo's older than Egypt. The cities of the world have a much longer ancient history than nation states. The nation state is a platform, I agree with you. The city is not a platform. The city is a place where the platform of government works very well because the city itself is much more than a platform. And one of the reasons I argue that cities can be so powerful is because they represent this, in German they would say the Urgemeinde, the original Gemeinde, going all the way back, the original human community that we all identify with and we think about. When people die, they say he died in Warsaw, not he died in Poland. He died in Dublin, not he died in Ireland. We identify the important moments of our life with this human communities that are cities, which is why the government there is so different than government at other levels. And that's why when people talk about cities as subsidiary to the nation state, which in terms of sovereignty and public administration they are, I say nonsense. States are subsidiary to cities. States are invented by cities to do the larger things you talked about that somebody has to do to regulate the relations among cities. But the city is the place where it starts and where it ends, and therefore government in the city and democracy in the city are very special. You mentioned the participatory budget in Paris, which was started in Latin America, in Puerto Alegre, and other places, and spread now all over. New York also has a participatory budget. Imagine France or the United States having a participatory budget. I mean, how would that work? How would you give it to? It only works with their neighborhoods, with their districts, with their quartier, and you can go to a group of citizens and say, now you spend the money. You can't say to 350 million Americans, here's some money, go spend it together. But you can say to a neighborhood and to a district to do that. So I want to make a brief for the importance of the city, and now I'll come to your specific question, but what can they do? And again, maybe to just get a little disagreement between us, people say, as you did, security, that's national security, that's what it's all about. I want to argue that security is actually more urban than national, particularly in the modern form of terrorism. Terrorists attack cities. They don't attack farms. They don't attack countryside. They don't attack at sea. They attack cities. They attack airports. They attack cultural institutions. They attack magazines, we know. They attack cafes. And they attack cities not just because that's where the people are, but because that's where the idea of inclusion and openness and multiculturalism and culture are. They are attacking the values of our civilization by attacking the city. And they know that. And I think they do it very purposefully and very intentionally. The most brilliant attack, in a way, was the attack on the cafe here, even more than the rock concert. Because the cafe is a symbol. You go out with friends and your family, and you talk and you debate, and you're in the open street, you're in the public place, you're in the agora, the Athenians would have said. And they attack the agora. They attack the very idea of being a public and being in public. So they get that very well, and sometimes we forget it. Our enemies see it, and we forget it. So I want to remind us of that. In national security, what happened, I told this story this afternoon, it's in the book, too. After 9/11, Mayor Giuliani was the mayor of New York, and New York had a very good intelligence squad. And of course, you know, in the modern world of modern asymmetrical warfare with terrorism, it's not about the Army and the Navy, it's about intelligence. It's about what you know about the other side. And New York had 9 or 10 detectives devoted to intelligence. It was called the Intel Squad. And Mayor Giuliani, in October of 2001, sent a New York Intel Squad to Washington to talk with the FBI, to talk with Interpol, to join the new Homeland Security Department.
And after 18 months, those detectives came back to New York. By that time, Bloomberg was the mayor and Ray Kelly was the police commissioner. And they said, we've spent 18 months talking to the FBI and Interpol. We learned nothing, they said. In Washington, they said, there is no intelligence. I think they meant military intelligence, but maybe they meant the other kind too. But they said, there is no intelligence in Washington. We learned nothing. And Ray Kelly had a brilliant idea. Ray Kelly said, let's send our intel squad overseas to other cities. One to Hong Kong, one to Rio, one to Frankfurt, one to London, one to Paris. Let's put an intelligence detective, and he made some more, they're 15 or 16 now, and let's do city-to-city intelligence. Because cities is where the intelligence comes. The local police often have the thing, not to the exclusion, of course you still deal with the national intelligence agencies, but cities have begun to understand they can work with one another directly on intelligence. And the powerful example of how well this works and what happens when it doesn't work is the Boston Marathon bombing. You remember 2 years ago at the Boston Marathon, 2 Russian Chechens who were living in Boston set off bombs, killed a lot of people, 3 people, and hurt a lot of others. It was a terrible, terrible event. It turns out the Moscow police knew about these guys and had reports on them. They kept reports. And they were on a Moscow city watch list. And Moscow actually told the FBI in Washington, these guys are dangerous. And the FBI wrote it all down in their books and put it in a file. They never told Boston. They never told the Boston police chief. If Boston had had a detective, an intel detective in Moscow, they probably would have exchanged that information. It's possible that attack could have been prevented. So even in security issues, which is of course a national matter, cities can do a lot very practically with one another. A global parliament of mayors could help create and regulate an exchange system for information among cities about intelligence on dangerous people around the world in a way that would be very useful without going through the central government intelligence agencies where half of the information gets buried and the other half gets ignored. Merci pour cet exemple parlant. Je pense qu'il est temps de vous passer aussi le micro à vous. J'imagine que ces échanges vous suscitent des questions et donc je vous propose de les poser. Il y en a déjà une par là-bas. Thank you. You mind if I ask the question in English? Okay. Mr. Barber, I think we have a friend in common, it's Matteo Renzi. I'm Italian. I love Florence, but also I know the story, the history of Italian cities being governments. And 200 years ago, you mentioned that we all belong to cities. 200 years ago, there were no cities. We're just like, we're God. And cities in Italy were fighting each other. Like Venice was fighting Genoese, they would kill each other for nothing. And Florence would poison the Arno River just because 7 miles away downstream it was Pisa. And they didn't want Pisa to have clean water. They would just like throw garbage out of the city on the right side of it. So I think that I would join more Antoinette saying that yes, of course, cities are places where people meet, but you need higher thinking than just local communities, because things need to start at some place, but at one point you have to think global. That's how, as an Italian, I see it. We grew up from cities in 200 years. It's not working yet, but it's kind of working better than it worked before. We could have a good argument about the history of Italy. And of course, long before the Italian city-states were at war with each other, they were hiring the Swiss to fight their wars. And they didn't fight each other very much at all. If you go back to Machiavelli's time and the papal wars in the 14th and 15th century, actually, real war came to Italy with Francis I, who brought a national army, who actually, for the first time, had a national army of people who killed other people. The Italians were surprised when Francis' army came in and actually killed people in battle. The Swiss guards, who were all related to one another and fought the battles for the Italians, did it like chess. You know, oh, you have a better position. Okay, you win. I'll leave the battlefield.
it's a long discussion, we can go into it more, but here's the more important thing. I am not saying that go back to cities because they're local, and this comes to some of the issues that you raised about the particular and the global. I do not believe that today cities are spaces of parochialism and particularism. On the contrary, I think states are places of parochialism and particularism and monoculture and hatred for the other and of walls. And cities define and share global problems. I use the word local and global. New York's problem, Houston's problem, Shanghai's problem, Miami's problem, Rio's problem is sea rise and climate change. That's a global problem, and it's particularly a problem for cities, 90% of which are on water. It's the cities that will first feel that. So the global problem of climate change is actually an urban problem. It's not a national problem. The nations met for 20 years at COP and did nothing. And this year they did something. They made some vague promises that they hoped might get implemented. It's cities in organizations like the C40 and ICLEI that have actually been working together to find common solutions. And I think you'll find again and again, whether it's global pandemic disease or terrorism or global markets, that cities actually have a global perspective. Most importantly, in their multiculturalism. Cities have always been multicultural places. States, by definition, are monocultural. Cities are multicultural, and they have a sense of that. That doesn't mean they deal very well with it necessarily, but they understand that they are like the world. New York and Paris are like the world. The French countryside and Iowa are not like the world. Iowa is like America, and the French countryside is like France. But Paris and New York are like the world in their character. So I would argue that what you see as the local problem is also the global problem, which is why when cities work together, they have a capacity to understand that what they share is actually the very global problems that we're talking about, which is why I think cities have a better chance than states to solve them. The funny thing is, for a very long time, we thought cities, parochial, backwards, states, cosmopolitan, progressive, and universal. Today, I think states are backward and parochial, and cities are universal and cosmopolitan, which is why, where do gays go? Where do transgender people go today? They don't go to live in the countryside. They don't live in the small villages of France or of Ohio either. They go to the city, because it's in the city that difference is accepted. It's in the city where they can be both anonymous and at the same time accepted. Cities are, in America, cities are where the minimum wage has gone to $15. At the national level, it's still $9. Cities are the progressive meccas. They are where you find the cosmopolitan attitude. So my argument would be, putting aside the argument about Italian history and cities traditionally, that cities today, as they are constituted, better understand the universal global problems we face than states do, and therefore a parliament of cities is more likely to begin to solve those problems. Je crois que Bernard Lemassoure. Oui, juste un petit point parce qu'à la fois je suis vraiment très d'accord avec l'idée de City qui incarne le multiculturalisme, les capacités qui vont rassembler les différences, etc. Et quand même sur le thème un peu de la compétition qu'ont connu les villes italiennes historiquement, je vois on est très très souvent sollicité par des villes ou des agglomérations, des grandes zones urbaines, sur des logiques de cluster, on va dire, d'attractivité économique. Comment faire pour que ma ville, ma zone, mon territoire soit plus attractif économiquement que les autres? Parce que je veux que les gens viennent dans ma ville, que je m'appelle Dubaï, que je m'appelle Doha, que je m'appelle Paris, que je m'appelle je sais pas. Et donc pour ça, il y a une compétition qui se passe entre les villes quand même aujourd'hui sur l'attractivité, parce que c'est la création de richesses, c'est la capacité à offrir après des services aux citoyens, etc. Donc je pense qu'il y a quand même aujourd'hui des zones de concurrence, on va dire, entre les villes et qui existent. On fait sans arrêt des rankings, où Paris numéro 1, ou numéro 5, ou numéro je ne sais pas combien, sur tel ou tel critère. Et cette compétition, elle existe. Et à un moment ou à un autre, dans l'intérêt de l'économie globale, il faut quand même qu'on arrive à trouver des ensembles. Et peut-être je reviens sur l'idée de l'Europe que Cantelette a évoquée très rapidement, parce qu'on le voit aussi au plan plus régional, mais des plaques européennes versus Amérique du Nord, versus Asie. On parle beaucoup en Asie. Les Asiatiques sont très agressifs dans la capacité à créer un écosystème global
qui est en concurrence avec l'Europe, ou avec l'Amérique latine, ou avec les États-Unis, quoi. Donc je pense que, avec toute l'adhésion que j'ai au global, parce que je pense que l'échelle territoriale de la ville est pertinente dans plein de cas, on a quand même besoin de penser des capacités communes régionales, plan économique, pour la défense quand même, je pense qu'il y a des vrais sujets. Voilà, donc juste pour... Of course it is true that cities compete with one another. Concurrence et les villes, of course. But it's different than what states do. When Germany gets bigger, Poland gets smaller. Warsaw and Berlin can both flourish. They can both have opera houses. They can compete economically with one another. But the territoriality of states creates a zero-sum game, which is why the primary way in which states have related for the last 400 years has been war. And we're not so far from the last century to know that these wars have been world wars, and they have been the wars of nation states. And while there were, and you were right, of course, to say there were some small wars among city-states in the 17th and 18th century in Germany, the principalities of Germany, as well as Italy. The fact is, cities relate in a competitive way, but generally not through war and extinction. They don't have armies and navies, and they need each other. The culture, the trade, the transportation, all work in conjunction with one another. You can't have a great port in Rotterdam unless you also have a great port in Petersburg. The cities learned that in the 10th century with the Hansa League, and the cities set up 1,000 years ago. They set up a league of cities along the northern sea ports because they found they flourished best when they worked together and they cooperated, even as the states to which they belong were having religious wars with one another. So, of course, there's competition, and of course there'll be conflicts, but the fact is, cities are much more transactional and much better at cooperation than states. I think that concludes that. Alors, Antoinette. Et après, on prendra d'autres questions. Oui, alors moi je voudrais répondre à la question économique qui a été posée et peut-être pour apporter une réponse différente. Je pense qu'effectivement nous avons besoin d'une échelle importante, d'une grande échelle de gouvernance, mais c'est aussi parce que nous avons des acteurs qui sont à cette échelle-là. Et je pense entre autres aux grandes entreprises et aux grandes multinationales, et je le dis, il faut bien avoir la force d'un État pour pouvoir y répondre ou pour pouvoir réguler selon l'intérêt commun un certain nombre de phénomènes. Et donc c'est pour ça que je pense que oui, les villes sont importantes, elles sont importantes dans l'action. Je pense qu'elles sont complémentaires d'une action d'un gouvernement plus important qui peut faire face à des mastodontes que nous avons créés ou laissés créer, qui ont aujourd'hui des forces supérieures à grand nombre d'États sur la planète, des forces financières ou quelquefois de territoires bien plus importantes. Moi, je voudrais faire juste un petit clin d'œil à ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps dans le 16e, où on a vu que des habitants se sont opposés à la construction d'un centre d'hébergement pour SDF, simplement pour dire aussi à un moment donné que les lignes politiques qui sont prises, elles sont aussi prises pour être adaptées à cette idée du bien collectif, voire du bien commun, même si, à un moment donné, sur un territoire et un petit territoire, certains peuvent considérer que ça ne correspond pas à leurs intérêts particuliers. Donc là, on est bien dans l'exemple même qu'on a besoin de cet équilibre entre des lignes directrices qui vont aller, et des politiques publiques qui vont aller permettre d'avoir une égalité des territoires, et je le dis entre le 16e et le 20e, et moi j'habite le 20e, donc je le dis d'autant plus aisément, mais également entre les villes et les campagnes. Et que je pense que nous avons besoin de réfléchir cette égalité des territoires, et que cette réflexion, bien entendu, elle passe par les acteurs locaux. Elle ne peut pas se faire sans les acteurs locaux, mais elle passe aussi par les autres échelles institutionnelles. Et je parlerai de l'Europe, parce que moi, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, par exemple pour Paris, c'est savoir comment on peut, nous, à Paris, être ce trait d'union entre Paris et l'Île-de-France agricole, qui est la plus grande région agricole de France, et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, par exemple, dans notre commande publique, dire « nous voulons une réponse locale ». Nous ne pouvons pas, nous,
parce que l'Europe nous impose d'avoir cette libre concurrence, nous ne pouvons pas faire jouer cette solidarité des territoires. Or, elle fait aussi partie d'un bon sens territorial qui est de dire, bah oui, mais si les produits sont produits à moins de 200 km d'ici, c'est quand même mieux de pouvoir s'approvisionner chez notre voisin plutôt qu'à l'autre bout de la planète. Ben ça, on a aussi là des dysfonctionnements qui peuvent être créés. Là, je rejoins ce que dit Benjamin Barber, des dysfonctionnements qui peuvent être créés par des entités supranationales qui ont d'autres objectifs que cet objectif territorial. Donc je pense que nous avons des arguments qui vont effectivement dans les deux sens, mais que ce qui est sûr, c'est que la gouvernance aujourd'hui, à la fois de nos villes, de nos régions, de notre pays, de l'Europe et du monde, doit être repensée à partir des territoires, certes, mais sans oublier l'ensemble de ces biens communs que nous avons à protéger et quelquefois à protéger aussi à côté de chez nous. Alors, on a deux questions. Madame, au fond là-bas. Bonsoir. Moi, je travaille dans un réseau de collectivités territoriales, donc c'est un sujet que je connais un petit peu, un réseau de collectivités françaises qui font de la coopération internationale. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense qu'on a pas mal repris la question du monde rural, comment est-ce qu'il allait être intégré ou non dans le Parlement des maires que vous avez proposé. Effectivement, la question reste entière et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à voir le monde rural comme le jardin des villes, en fait, qui sont là pour nourrir les villes et Madame Bull a parlé d'égalité des territoires et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder la question. Parce qu'on ne peut pas imaginer un futur où tout le monde va vivre en ville pour la question alimentaire mondiale et même au niveau de l'emploi mondial, c'est une catastrophe sinon. Donc j'avais peut-être deux points. On a parlé beaucoup de villes, on a cité Singapour, Séoul, Paris, Amsterdam, etc. On n'a cité aucune ville de l'hémisphère sud. Donc je pense à des villes comme Antananarivo, la capitale de Madagascar, Dakar, Lagos au Nigeria, Sao Paulo. Et en fait là, on n'est pas forcément dans la logique de la ville qui rayonne, qui est attractive, c'est-à-dire que c'est des villes qui aimeraient bien aussi, mais qui font face à énormément de difficultés. Donc comment est-ce qu'on intègre ces villes-là dans la gouvernance que vous proposez? Et ma deuxième question, c'est ce qui m'a attiré dans le débat de ce soir, c'est justement comment on réinvente la démocratie. Donc c'est quelque chose qui est sur la table, y compris dans des conférences mondiales comme Habitat 3 là, qui va arriver à Quito au mois d'octobre. Finalement, quel est le rôle des citoyens et finalement le lien entre les collectivités, les maires, les élus et l'entité collectivité et les citoyens, comment on reconstruit la démocratie à partir de la base, et je pense que c'était aussi le sujet de la conférence ce soir. Qui veut répondre? Those are two very good questions. Let me just give very brief answers. First, the north-south divide. It's not just north-south, it's also large and small, because in the north there's some very large cities and then there are much smaller cities that have less resources and so forth. But let me say the Global Parliament of Mayors from the very beginning will represent cities from north and south on all 5 continents. Some of the cities you named, Dakar, Lagos, are already slated to join us. We have 2 cities from Gambia coming. South Africa has 2 cities, not just Israeli cities, but Hebron and Ramallah will be represented as well. Seoul, Mexico City, Tijuana, Bogota, Medellin. So this, you are right to say, unless it is truly an organization that represents the whole world, it will be another Euro-American operation, and it will not be that. But your second part of that is how then do you balance that? And I think we have to be careful. We have as much to learn from the cities of the South as we have to teach them. We sometimes think
It's the new white man's burden, the urban burden. We will show them how to be cities, because poor Lagos and poor Mexico City with 20 or 30 million people, these mega cities, and we call them cities of slums sometimes, and there's a whole book with that name. And I think that's insulting, because if those large cities can teach us a great deal about the informal economy, about the squat economy, about economies that find ways to put people to work without them being part of the formal economy, that actually are extremely, extremely important. So you're right to say there are a lot of issues, there's some inequalities, but the Global Parliament will work very, very hard to make that happen. The second thing is, and I completely agree with you, and you've talked about that too, the role of citizens. You can't have a parliament of mayors unless you also have a parlement des citoyens. And one of the reasons I think cities work better than states is they are closer to citizens, whether in participatory budgets or in trust levels. Around the world, the trust level in prime ministers and presidents is about 30% on average, 30 to 35%, which means 60 to 65% of people don't trust their national governments. When you ask, do you trust your mayor, your district councilor, the number doubles. 65 to 70% say, yes, I trust my mayor. So trust is higher, and that's because there is a relationship between citizens and the city and public officials. But you're right to say, unless that is put at the center of the Global Parliament of Mayors, you can quickly bureaucratize and de-democratize the public officials. So we are also thinking about how, through a digital platform, a virtual platform, citizens can meet with one another and also talk to and work with the mayors who they represent. That's not yet fully developed, but let me just say that both of your concerns are extremely relevant and extremely important, and I would go so far as to say, if we don't solve those problems, the Global Parliament of Mayors will fail. Antoinette, sur cette question de la place du citoyen? Alors à la fois de la place du citoyen et puis de la question Nord-Sud, moi j'apporterai une réponse qui est en fait une des missions que nous avons à remplir et qui à mon avis est la plus importante, est de permettre la résilience du territoire. Et cette résilience du territoire, que ce soit au nord ou au sud, elle est portée par un maillage de plein d'initiatives qui soient citoyennes, qui soient des initiatives économiques, etc., qui sont portées par les acteurs et par le territoire. Et notre rôle est là, notre rôle est de renforcer cette résilience pour pouvoir faire face aux crises et pour pouvoir faire face à toutes les crises qui se posent à nous, que ce soit aujourd'hui l'accueil d'un nombre important de personnes qui quittent leur pays parce qu'il est en guerre, que ce soit les crises environnementales, que ce soit la crise économique et la crise de l'emploi. Notre objectif doit être de renforcer cette résilience, et il se pose de la même manière au nord comme au sud pour répondre pas forcément exactement aux mêmes problématiques en fonction de la taille des villes, en fonction des villes, de leur histoire, de leur contexte, mais je crois qu'il se pose à tous et à toutes. Et la réflexion qu'on a à avoir, et c'est pour ça qu'on a une coopération à avoir avec les villes du Sud, et quelles que soient les villes, c'est qu'elles ont déjà travaillé sur ces éléments de résistance dans l'économie informelle, tel que vous le disiez, sur ces éléments de résilience, de résistance et de résilience. Et je pense vraiment que c'est une des missions les plus importantes qui nous est confiée quand on nous donne ce mandat d'élu local, et qu'en même temps c'est une mission qui est difficile à appréhender, et là je reviendrai à la question des plateformes, parce qu'elle nous demande de synthétiser un nombre important d'initiatives sur le territoire, de pouvoir les mailler, les mettre en interaction, les consolider, les faire dépendre l'une de l'autre pour qu'elles soient plus fortes. Et que ça, c'est un travail qu'on a une mission qu'on a nous à faire et à porter. Et je crois que c'est la même qu'on a, alors pour avoir travaillé aussi dans les pays du Sud et notamment en Afrique, je crois que ça se pose exactement dans les mêmes termes, avec des problèmes différents à résoudre. We can go one step further. There are now in the world hundreds of human settlements
that are not cities. They're settlements of refugees. Some of them have as many as 200,000 people living in them for more than 10 years. In Somalia, there are several settlements like that. It is time we think of them as cities too, and how are they to be included? Because they are the new human settlements. They're inadvertent, they're compulsory settlements. People didn't choose to live there, they were forced to live there. But they now, in some cases, even have elected mayors in them and so on. So those settlements are new forms of human habitation in an urban setting that go against all the rules that we know for regular cities, and they obviously have a very important role to play. Alors je suis désolé, on arrive à la fin du temps. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions. Je vais pouvoir, je vous propose d'en prendre 3 et puis de faire une série de réponses. J'ai vu qu'il y avait des questions par là, comme il n'y a pas eu pour l'instant de questions posées par là. Il y avait une... Alors allez-y, relevez la main. Et, voilà, monsieur là-bas. Et puis il y avait madame aussi. On va en prendre 2-3 questions, mais donnez à monsieur, voilà, par exemple, qui a déjà le micro, c'est pour ça. Oui, parfait. Oui, bonjour. Merci pour ces échanges très intéressants. Je rejoins la remarque d'Antoinette Bull tout à l'heure qui disait que, à mon avis, une des questions centrales dans ce débat, elle est économique. Et notamment sur le fait, et ce sera ma question, comment aujourd'hui les villes, aujourd'hui et demain, les villes peuvent représenter un contre-pouvoir à ces multinationales qui sont finalement les seules capables de mettre en concurrence les territoires et toujours à un niveau plus bas, une dévaluation sociale, voilà, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est ma question. Et alors du coup, une suggestion pour le titre de votre prochain livre, mais ce serait « Et si les startups TPE et PME gouvernaient le monde plutôt que les multinationales ?» Voilà, et ça pourra faire l'objet d'un nouveau débat. Merci. On prend une autre question ici rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir. Simplement, dans la mesure où vous nous avez fait un apport d'information, je vais vous faire un petit apport français d'information. Donc, quand on revisite la démocratie, vous avez un exemple d'une ville qui s'appelle Saillant, qui est dans la Drôme, c'est-à-dire à peu près à la hauteur de Valence, où les citoyens ont pris en charge, entre guillemets, la ville, et sont en train de réinventer une démocratie locale. Donc c'est un exemple à regarder. Vous avez un site internet avec tous les comptes rendus, tout ce qui se passe, tous les citoyens. Et d'autre part, vous avez une démarche citoyenne qui s'appelle Dialogue en Humanité, qui a démarré à Lyon et qui maintenant est aussi bien en Inde ou dans d'autres régions où ce sont des citoyens qui se saisissent d'un certain nombre de sujets et qui apportent leur propre contribution, mais qui pour l'instant n'a pas nécessairement fait le pont avec toutes ces villes. Alors merci pour cet apport d'informations. On prend une dernière question, voilà madame en face. Et je suis désolé, après on a un petit cocktail aussi où on pourra continuer à discuter. Oui, bonsoir. Je voulais juste apporter un rappel d'une information. Le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, donc le Conseil de l'Europe, pas le Conseil européen, et la Commission européenne ont mis en place un programme en 2007-2008 qui s'appelle le concept des cités interculturelles et dont l'objectif est de permettre aux villes d'échanger leurs expériences et de créer des expériences communes sur de meilleures méthodes pour gérer les problèmes interculturels qui existent dans toutes les grandes villes et également en tirer un profit économique, puisque en réalité c'est une richesse, donc ça devrait être considéré comme une richesse et non uniquement une source de problèmes. Donc en France c'est la ville de Lyon uniquement pour l'instant qui participe à ce projet. Et j'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous a quelques connaissances sur les résultats jusqu'à présent de ce projet. Alors, merci pour ces différentes questions et interventions. Ce que je vous propose, c'est que vous preniez chacun 2 minutes maximum pour faire office aussi de conclusion à cet échange qui a été très riche. Benjamin Barber, si vous voulez commencer, peut-être sur la question de monsieur tout à l'heure aussi, sur le tissu économique, les startups.
let me just conclude, because I've talked a lot and everybody wants to have a drink now. But let me suggest that the test of everything we've talked about this evening will take place in The Hague, September 10 to 12. If you go to globalparliamentofmayors.org, you can find out all the information you need about it, or you can get in touch through the post directly with me in New York, and I can tell you more about it. I will be meeting next week with Eichhorn and Mayor.org, and we will be further discussing this with a number of mayors from France and elsewhere. But I think this is an idea as an experiment that deserves our careful attention. It's been a long time since a genuinely innovative political institution has appeared that tries something different. And we know, and you've raised many good questions about just how successful it can be, and we know there are many problems and many obstacles. But we also know, to circle back to where I started, we know that our democracy is in crisis. We know that our governments are not functioning very well. And if we have an opportunity for the renewal of both democracy and good governance in a glocal, not local, not global, but glocal parliament of mayors that allows cities to begin to address the global problems we face together, that is an experiment that I hope you will not just watch, but you will participate. Merci. Oui, donc moi peut-être en un mot, et justement en rebondissant un petit peu sur votre question, alors, je suis parti d'une grosse multinationale, donc on est 400 000 personnes dans le monde, donc c'est quand même pas anodin. Moi je suis très très confiant, on est très en consensus sur le rôle absolument clé des villes, des zones urbaines, etc., et des pouvoirs plus locaux. Et je pense qu'il y a plus de pouvoir que ce qu'on croit. Mine de rien, les grandes multinationales, mais comme les PME, cherchent à aller là où ça fait du sens pour elles, quoi. Et donc ça veut dire que les villes et les zones urbaines ont des clés pour dire, ben voilà, moi je peux jouer sur tel ou tel levier, voilà ce que moi j'ai envie d'offrir, ce que j'ai envie de proposer comme projet. Après, il vient qui veut, effectivement, mais donc c'est les villes qui ont le pouvoir de dire, moi c'est ça qui fait du sens pour moi, c'est ça que je peux proposer pour faire venir, etc. Alors après, justement, c'est le conflit avec les États qui sont aujourd'hui des freins plutôt, parce qu'il y a des régulations nationales, etc., qui sont compliquées. Les villes ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent. Je pense que ça ne continuera pas. Donc l'enjeu, il est plus dans cette articulation-là. Après, la sphère économique, bah, effectivement, elle est très pragmatique, entre guillemets. Elle ira où la proposition lui paraît la plus pertinente. Donc il faut aider les villes à pouvoir faire une proposition de valeur le plus pertinente possible. Et moi, je suis très très confiant, effectivement, que ça arrivera de plus en plus, en fait. Merci. Antoinette Bull, le mot de la fin. Bien. Oui, alors moi je vais répondre à la question économique pour vous dire qu'en fait les villes représentent dans le monde 15% des achats. C'est-à-dire que par exemple la ville de Paris, une année de commande publique, c'est 1,6 milliard d'euros. Lorsque l'on réunit 15% des achats, si on modifie ces achats, on modifie l'offre économique qui est faite. Donc je crois qu'il y a un levier que les villes peuvent saisir, et là je rejoins ce que vous disiez lorsque vous parliez de la puissance des villes, parce que ensemble nous sommes puissants sur la question des achats publics. Et si aujourd'hui nous travaillons en coopération pour avoir des lignes directrices de ces achats publics, de protection de l'environnement, d'inclusion sociale, par exemple, nous changeons aussi l'offre qui en est faite. Nous avons fait voter, lors du dernier Conseil de Paris, le schéma de la commande publique responsable à Paris, en y intégrant à la fois les clauses environnementales et notamment les clauses d'économie circulaire, et aussi en renforçant les clauses sociales, parce que c'est un levier d'action qui est important. Par l'allotissement de nos marchés, nous rendons accessible la commande publique à des petites, à des moyennes entreprises. Donc là aussi, c'est un geste politique, qui est un geste qui va aller modifier le contexte économique dans lequel on évolue. Donc oui, les villes ont un rôle à jouer. Faut-il encore qu'elles puissent le jouer massivement, ensemble, dans une forme de coopération. Alors, il faut que je vous annonce qu'il y a des livres qui sont disponibles à la sortie et que
Oui, c'est en effet, et qu'il y a des dédicaces possibles, évidemment, à la fin. En tout cas, je vous remercie tous pour la qualité de ces échanges, la qualité des questions et d'écoute de la salle. Et merci à tous. Vous avez un cocktail derrière aussi pour continuer la discussion. Non. Ouais. Oui, oui, évidemment.